Je voudrais commencer par remercier les équipes. Remercier les équipes de Junia. Bien sûr, je ne peux pas citer tout le monde, c'est juste impossible. Les équipes étaient particulièrement nombreuses sur ce projet-là. Mais bien sûr, Junia, que je vais remercier, mais aussi... je voudrais remercier Shinji Wataru, Lily Zhang et toutes les équipes, mais notamment eux deux qui portent le projet depuis très longtemps. Et puis bien sûr, les équipes de la Fondation Cartier. Je ne peux pas évidemment citer tout le monde, mais je voudrais néanmoins mentionner Isabelle Godefroy, Corinne Bocquet, Victoire Guéna, Vincent et toutes les personnes que je ne peux pas citer ce soir, mais elles me pardonneront. Monter cette exposition, ça a été un travail absolument herculéen et jamais Hercule s'est confronté à autant de minutie, de délicatesse que l'exposition de Junia. Mais je crois que Junia a dû fermer son studio à Tokyo. Là, mais il y a peut-être quelqu'un qui veille ou qui monte la garde à Tokyo parce qu'une vingtaine de personnes de son équipe est ici depuis 2 ou 3 semaines, plus toute l'équipe de la Fondation. Donc cette nuit, toute la nuit, il y avait une quarantaine de personnes qui travaillaient ici. Il faut savoir que tout ce que vous voyez dans cette exposition a été créé pour l'exposition et pour la Fondation Cartier. Donc l'exposition est vraiment inédite et on peut vraiment dire que c'est Junya Ishigami par Junya Ishigami. Et Junya s'est consacré de façon tout à fait extraordinaire dans ce portrait de son œuvre par lui-même. Et Junya, encore une fois, un mille merci. Juste un mot pour dire que la première rencontre avec Junya Ishigami date de 2007. Moi, j'étais à Tokyo et par chance, il y avait une exposition de Junya au Musée d'art contemporain, le fameux ballon. Quelqu'un m'a conseillé d'aller voir le ballon de Junya Ishigami. J'ai vu le ballon et le lendemain, j'ai rencontré le Junya Ishigami. Et depuis, on s'est vu un nombre de fois incalculable, soit au Japon, soit ici à la Fondation Cartier. On avait même eu le projet, il y a quelques années, de faire une exposition liée à un oiseau australien qui s'appelle le bowerbird et qui construit des nids. C'est un oiseau architecte et on avait même imaginé partir en Nouvelle-Guinée pour faire une exposition il y a 7 ou 8 ans. Et puis, ça s'est pas fait. Et puis, Junya avait développé aussi un projet pour exposer la collection de la Fondation au Grand Palais, la scénographie. Le projet était extraordinaire, mais finalement, ce projet-là ne s'est pas réalisé. Tout ça pour dire que c'est une très longue conversation entre Junya et la Fondation Cartier. Et puis finalement, je crois que c'est le bon moment pour Junya, probablement, mais il le dira mieux que moi, pour, d'une certaine manière, faire un peu le point sur son œuvre. Depuis 10 ans, des bâtiments ont été construits, d'autres sont en cours de réalisation. Voilà. Pour la Fondation Cartier, accueillir Junya Ishigami, c'est vraiment extraordinaire. On est extrêmement heureux de cette exposition. Je pense qu'il va beaucoup intéresser tous les publics, les amateurs d'architecture et ceux qui la découvrent dans ce bâtiment. Et Jean, encore une fois, je crois que c'est le lieu parfait. Il y a d'autres lieux parfaits, mais celui-ci est parfait pour accueillir Junya, la Fondation et son jardin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse à Mathieu le soin de mener la danse. Merci beaucoup, Hervé Chandès. Alors bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour évidemment à vous, Junya Ishigami, Jean Nouvel. Merci beaucoup d'être ici à l'occasion du vernissage de cette exposition Freeing Architecture, ici à la Fondation Cartier. Je crois qu'on ne présente plus ni l'un ni l'autre, comme on dit. Peut-être rappeler très brièvement, Jean Nouvel, que vous avez construit de nombreux bâtiments iconiques de par le monde. Ici à Paris, évidemment, l'IMA, le Quai Branly, la Fondation Cartier, bien entendu, la Philharmonie aussi récemment, mais on pourrait citer aussi le Louvre à Abu Dhabi, la Tour Akbar à Barcelone et le Dentsu Building à Tokyo au Japon. Je crois que c'est votre seul bâtiment japonais, je me trompe, Jean Nouvel ? Malheureusement.
On demandera tout à l'heure à Junya Ishigami s'il Peut-être connaît heureusement ce pour les bâtiment. Japonais, mais enfin, en tout cas pour moi c'est malheureux. De votre côté, Junya Ishigami, je suis sûr que les Japonais se plaignent de ne pas avoir assez de bâtiments de vous. On lui posera également la question. On vous connaît ici en France pour l'exposition que vous avez donnée à Arc en Rêve à Bordeaux en 2013. Et puis vous avez construit aussi beaucoup de bâtiments qui sont également iconiques, qui sont devenus des bâtiments de référence au Japon, en Chine. On pense au musée polytechnique de Moscou également, et puis à l'Institut technologique de Kanagawa, qui est la ville dont vous êtes originaire. Mais plutôt que de énumérer comme ça un certain nombre de bâtiments, je voudrais qu'on entre directement dans la conversation avec vous, Junya Ishigami, en commençant peut-être par votre conception du paysage. Vous travaillez en fonction du paysage et même bien souvent vous le modifiez, ce paysage, à la manière, en tout cas c'est ce qu'on peut penser quand on découvre votre travail, d'un jardin japonais. Est-ce que ce terme de jardin japonais peut, d'une manière ou d'une autre, convenir à votre travail sur le paysage? そうですね、その日本式庭園っていう意味で言うと、西洋式庭園とのちょっと違いっていうところで考えると、僕の中では庭のこう教会があって、その内側に庭があるのはもちろんなんですけど、その後ろにある風景の借景みたいなものが庭の一部に取り込まれて初めて成り立つというところで、庭自体人工的なものだけどその人工的なものがもともとの自然と関係性を持って初めて庭としての役割を果たすというところではすごく僕は確かに日本庭園っていうのはでもそれだけに影響を受けてるわけじゃないからあれなんですけど一つのサンプルとしてはそうかもしれないです。Alors, évidemment, ici, à la Fondation Cartier, on est obligé de réfléchir à la question de paysage. Je crois que l'architecture japonaise est très en lien avec cette idée qu'on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur quand on est dans un bâtiment. Et il me semble qu'ici, et notamment dans les salles d'exposition, il y a cette idée très claire de l'ouverture sur le jardin, de l'intérieur et de l'extérieur qui se mélangent. On a d'ailleurs beaucoup de chance parce que on est en ce moment avec un rayon de soleil et c'est à peu près le seul rayon de soleil qu'il y a depuis 10 jours à Paris. Donc on sent encore mieux le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que pour vous, et ensuite je demanderai évidemment à Jean Nouvel ce qu'il en pense, il y a quelque chose qui peut vous rappeler d'une certaine façon une tradition de l'architecture japonaise dans ce bâtiment? 簡単にはなかなか見出しづらいんですけど、でもジャン・ヌーベルさんの建物の中でもこのカルチェファンデーションのそのビル自体はすごく好きな建物ですごく僕がすごく好きだと思うからにはやっぱり個性がすごく強いとは思うんだけど、実際中に入ってみるといい意味で建築の存在感が弱く薄れていくようなイメージがあって、それはガラス建物自体が透明だからっていうのがあると思うんですけど、周辺の庭とか街の風景によって、中の空間が形作られてるっていうところで、すごく居やすいし、使いやすいというふうに思っていて、今回の展覧会も、そういう、周辺の風景につながるようになんとなくその公園の中に何かを展示していくような雰囲気で、作れたかなっていうふうに思ってるんで、この建物が、いわゆるその、形のある空間っていうところで出来上がってるというよりは、周辺を含んだその、風景
との連続で、いろんなものが出来上がってるってところはすごく長く展示の期間準備の期間いたので、すごく理解できて居心地が良かったしすごくインスパイアされたと思います。Jean Nouvel, quand vous avez travaillé sur ce bâtiment de la Fondation Cartier, est-ce que vous avez pu, alors c'est une question très naïve que je vous pose, y réfléchir à partir ou parmi les autres inspirations qui vous ont conduit à faire ce bâtiment, à cette idée de l'architecture japonaise, du rapport entre l'intérieur et l'extérieur? C'est pas un bâtiment très japonais quand même. Je trouve que ce qui caractérise l'architecture japonaise et le jardin, souvent, c'est ce qu'on appelle le ma. Le ma, c'est l'espace qui n'est ni dedans, ni dehors, et qui souvent est dilaté. Et je trouve que la plupart des architectures de Junya développent extraordinairement cette dimension du ma. C'est un champion du ma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont ni dedans, ni dehors, qui sont exploités comme... et créé comme un dedans-dehors. Et c'est pas un petit peu le cas dans les salles d'exposition? Je crois qu'ici, c'est un autre jeu. C'est un jeu sur la matérialité, c'est un jeu sur la contextualité, une fois encore, c'est-à-dire qu'il y avait un arbre ici très impressionnant quand même, non pas seulement parce que c'est un cèdre, mais parce que ce cèdre a été planté par Chateaubriand et que Chateaubriand vivait là. Bon, ça charge le lieu. Ensuite, il y avait la volonté de résoudre une question difficile à résoudre, c'est-à-dire qu'on était obligé de construire sur les traces d'un bâtiment existant préalable, qui était le Centre culturel américain, et un bâtiment assez haut quand même, qui correspond au gabarit parisien et même un peu plus. Donc il fallait trouver une relation de ce bâtiment avec le boulevard, avec... donc toutes ces questions contextuelles, on en pourra en parler tout à l'heure, mais c'est pas le problème de Junya en général. Il explique qu'il aime bien être indépendant des contextualités urbaines et des choses comme ça. Il a une réponse en soi, souvent. Mais ici, c'est vraiment un jeu sur présence-absence, c'est un jeu sur la géométrie et sur la continuité du boulevard, et c'est un jeu donc sur la présence de 3 plans de verre totalement virtuels et abstraits, qui sont plus grands que le bâtiment lui-même, et c'est donc un jeu sur l'ambiguïté de la lecture. C'est un bâtiment qui trouble. Il trouble parce qu'en fait, on met le reflet des arbres sur les arbres et le reflet des nuages sur les nuages. En général, on n'en est pas conscient. Les gens ne savent pas très bien ce qui se passe. Bon, en plus, c'est un bâtiment qui joue sur l'absence de limite du parc, parce que le parc, en fait, là, il est tout petit. Mais si vous regardez ça vu de l'extérieur ou en arrivant, on a l'impression que c'est très très grand. C'est très très grand parce qu'il y a les parcs voisins. Et donc ce parc qui est laissé apparemment à l'abandon, alors qu'en fait il y a un artiste, Baumgarten, qui a travaillé sur ça très très précisément pour aller mettre plus de 1000 espèces nouvelles dans le parc qui se révèlent à chaque saison. Chaque saison arrive très naturellement, mais on a l'impression que c'est pas fait exprès, que c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est triste en hiver, que le printemps arrive un peu tardivement, mais on va le voir arriver avec ses petites pousses claires. C'est vrai que l'été c'est très très vert et c'est très dense, et c'est vrai que l'automne, bon, tout ça, vous mettez tout ça sous la pluie. Vous mettez ces parois de verre avec quelques stores qui sont là ou qui ne sont pas là, quelques bouts de tissu gris, et vous arrivez à la Fondation Cartier. Mais vous voyez, c'est pas une construction. Dans l'architecture japonaise, en général, l'architecture structurelle est très mise en avant, et le développement de ces espaces intermédiaires est fort. Ici, c'est un peu l'inverse. Alors justement, on va laisser terminer peut-être la traduction. Donc justement, Junya Ishigami, sur cette question du contexte qu'amène Jean Nouvel dans la conversation, comment est-ce que vous entendez le rapport à l'environnement, le rapport au contexte? Est-ce que pour vous, le bâtiment, c'est une idée qui est au-delà du contexte, ou est-ce que, au contraire, comme
pour Jean Nouvel et la Fondation Cartier, par rapport ici au boulevard, au quartier, le contexte est primordial. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette notion? そうですね。僕が建築を作る時に考える、コンテキストの関係っていうのはその場所の環境がコンテキストを含んでいるわけですけど、その環境が持つそのポテンシャルをどこまでこう引き出せるかっていうのが、建築の役割だというふうに思っていて、なのでコンテキストから導かれて、その連続性だけが重要だっていうわけではなくて、そのコンテキストが持っている可能性を建築によってどこまで引き上げていけるかっていうところが僕の中ではすごく重要な部分で、この建物も僕はそういう意味ではそういうようなことになってると思うんですけど、建築っていうのは、常に、単純に、周辺と同じものを作るだけではなくて、その周辺から導かれる可能性をどこまでこう大きくしていけるかってところが、僕は重要だというふうに思っていて、いい建築っていうのは常にそういうものだなというふうに僕は思ってます。Donc développer les potentialités, c'est pas la même chose que... est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur cette idée de développer les potentialités? そうですね。建築は特に敷地があって、その場所でしか作れないものなので、周辺の関係性をなくしては作っていけない、それは当然のことだと思うんですけど、それが当然のことであると同時に建築であることの強い個性というか、建築らしい個性というか建築らしさにつながってくるというふうに僕は思っていて、建築がやっぱり建築として僕らがこういいものだって認識できるためには周辺との関係性っていうのはすごく重要で、特に現代においてはいろんなものがどこでも使えるしどこでも実現できる。要するに場所の関係性っていうのはいろいろな意味でなくなっていく中で建築はその場所で作るってことに対して強い意味を見出す。でそれが建築を作る大きな役割の一つになっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っているので、伝統的に建築がコンテキストを導かなきゃいけないっていうだけではなくて、その建築の未来の可能性としてもその場所でしか建築が作れないものだっていうこと自体が、すごく意味を持ってくるんじゃないかなというふうに思ってます。Alors, poursuivons, si vous le voulez bien, en disant un mot de cette exposition. Vous en êtes le concepteur, mais aussi le scénographe. Vous avez réalisé vous-même les maquettes avec votre équipe. Donc, est-ce que vous êtes là en tant qu'artiste ou est-ce que vous êtes là en tant qu'architecte? Parce qu'il y a des maquettes qui sont réellement des œuvres d'art. Junio Ishigami. アーティストのと建築家の境界線はすごく難しいところにあると思うんですけど、少なくとも僕個人の感覚としては建築家としてこのギャラリーで何を示せるかってところがすごく重要だったっていうところが今回の展示にも多分すごく反映されていると思うんですけど、peut-être plus d'ailleurs pour cette exposition que pour d'autres expositions qui étaient peut-être plus conceptuelles que vous avez fait avant dans d'autres endroits comme à Arc-en-Rêve. そうですね。この先ほど話されたそのボルドーの展示とかっていうのはもう少しコンセプチュアルというか建築のその概念の部分に対する展示が多かったと思うんですけど、簡単に言うと建築のスタディいろいろなスタディを見せてたっていうのがボルドーの
展示で、今回は建築のスタディを見せるっていうのではなくて、実際これから何年後かに立つ建築のその姿と、この 2,3 年経ってきたものっていうのを、具体的なものとして具体的な建築の可能性としてこう示したいっていうのがあったので、そういう意味ではその建築の可能性を示すってことにすごく僕は重点をこの展覧会に置いていたので、大きな意味でのアーティストっていうよりは、建築家としての立ち位置立場としてこの展覧会に臨んでるってところが大きいかもしれないですね。Et vous, Jean Nouvel, l'architecture peut être aussi une sculpture, ça n'est évidemment pas que ça, mais ça peut être aussi ça, une œuvre d'art, c'est le cas pour un certain nombre de vos bâtiments. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la manière dont Junya Ishigami passe de projets conceptuels, très souvent oniriques, qui appartiennent vraiment au monde de l'art, à des projets d'architecture qui donnent vraiment lieu à des bâtiments? Est-ce que vous-même, vous sentez aussi dans cette limite un peu floue entre le monde de l'art et le monde de la construction? Oui, mais je voudrais préciser une chose quand même. C'est que l'architecture est un art. Et que ça, malheureusement, c'est même le premier art. C'est même le premier art, mère des arts. Oui. Ouais. Bon. Donc c'est dommage qu'on l'ait oublié. Ça prouve qu'effectivement, il y a de plus en plus d'architectes qui ne se considèrent pas comme des artistes. Mais ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur discipline. Bon. C'est-à-dire qu'a priori, c'est l'art le plus lisible, le plus proche démocratiquement de l'ensemble de la population. Et on devrait considérer que toute œuvre, tout bâtiment construit aujourd'hui devrait entrer dans le champ de l'architecture. Si on considère que l'architecture, c'est l'art de construire, et que la construction, c'est construire. Mais l'idée, c'est l'art qui rentre au musée, ou l'art qui... Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le musée, il fait entrer ce qu'il veut dedans. Bon, mais le musée lui-même peut être une œuvre d'art ou pas, peut être une architecture ou pas. Mais ce que je trouve, en tous les cas, c'est que dans le travail de Junya, il y a un travail qui est fondamental sur l'invention, sur l'émergence, sur le fait de retrouver des valeurs qui sont la conséquence du désastre urbain qu'on a connu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, redonne le sentiment de la présence des éléments, que ce soit le végétal, que ce soit l'eau, que ce soit le ciel, que ce soit une distance. Et c'est toujours un jeu sur ce qui me passionne le plus, moi, c'est-à-dire sur le presque rien et le je ne sais quoi. Jean Kelevitch, donc, dedans, en référence, c'est peut-être pas une référence japonaise, mais ces deux éléments, pour moi, sont à chaque fois la preuve de la résolution d'un système, d'une question complexe, en général, de façon sharp, je dirais, de façon aiguë, de façon pertinente. Il n'y a pas une démonstration, il n'y a pas des choses trop lourdes, il n'y a pas... Bon, et là, je trouve que son travail, mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu à travers quelques revues qui le concernent, je ne pense pas que son problème soit effectivement celui de continuer d'une certaine façon la ville historique, ou même s'il se retrouve aujourd'hui devant des bâtiments comme je ne sais pas où le grand bâtiment, c'est dans le nord, là où le sol est descendu. Bon, c'est un monument historique, c'est un travail direct avec le patrimoine. C'est à Moscou, c'est le musée polytechnique de Moscou. Voilà, c'est à Moscou. Bon, donc ça, c'est un travail d'affrontement avec une situation urbaine très très précise. C'est un travail donc de contextualité directe, mais qui ne se pose pas dans le terme de contextualité traditionnelle. C'est-à-dire, c'est une provocation, je dirais que c'est une contradiction, c'est une expression neuve qui est une question posée pour un certain temps, vu la nature du bâtiment et vu l'emplacement. Et je crois que c'est à chaque fois, en posant des questions aussi fondamentales sur la réalité d'une architecture historique et jusqu'où peut-on la bousculer
la perturber, je dirais. C'est ce travail sur la présence des éléments de nature qu'on a tendance à oublier, ou qui sont martyrisés ou banalisés et mal utilisés généralement en ville, quand tout d'un coup il retrouve une expression, une simplicité, une décantation comme ça, c'est une émotion. Donc à chaque fois, ces bâtiments et ces propositions sont des perturbations, en général positives, je pense tout le temps positives, mais d'une certaine façon, une perturbation, une question, et effectivement, tout ce qui ne pose pas question ne nous intéresse pas. Alors sur un plan personnel, par exemple, Jean Nouvel, quand vous découvrez ce projet du musée polytechnique de Moscou, est-ce que cela reste en vous, je ne veux pas dire comme une inspiration, mais en tout cas comme quelque chose qui fertilise chez vous votre architecture? Les architectes sont des kleptomanes. Vis-à-vis des autres architectes, vis-à-vis de tout ce qu'ils rencontrent, ils sont toujours en train de se souvenir, de réinterpréter. Les meilleurs artistes aussi. Il paraît que Picasso, quand il entrait dans un atelier d'un autre artiste, il tournait toutes les toiles contre les murs, l'artiste, parce qu'il savait que le thème allait être réinterprété par Picasso et beaucoup mieux que lui. Je ne pense pas qu'on va arriver à faire ça avec lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand quelque chose est intéressant, c'est quelque chose qui marque notre mémoire, donc il y a une chance de revenir dans un substrat qui est celui qui permet la création. Donc un bâtiment, une proposition comme celle de Berlin dans le travail sur les sous-sols de bâtiments historiques, c'est un sujet qui m'intéresse. Et surtout quand ils sont bien rythmés comme ça, bien forts. Et je trouve que là, il y a une attitude neuve. Junya Ishigami, donc on voit bien que votre travail a une partie très importante qui est une partie conceptuelle et peut-être d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui vous construisez même beaucoup. Est-ce que pour vous un architecte c'est forcément quelqu'un qui construit ou est-ce que finalement vous auriez pu être un architecte qui au fond ne construit pas et qui produit des idées, qui produit des projets, qui produit des dessins, qui réfléchit tout simplement sur l'architecture, l'espace, le rapport avec la nature? 建築っていうのは結論から言うと単に建物を建てるだけでは建築家ではないというふうに僕は思ってるんですけど建築を作る過程でいろんなことを考えると思うんですが、それ自体がジャン・ヌーベルさんが今おっしゃったような、世界に対する、ある意味での問いかけというか問題提起にならなきゃいけないというふうに僕は思っていて、でそういうふうにするためにはそれを世の中の人たちに届けるためには、単に建築を作るってだけでも多分ダメでそれを建築で考えた考え方とか哲学とか、そういうものを、例えばその建築を本によって、表現することによってその考え方を伝えたりとか、今回のように展覧会にすることによっていろんな人に伝えたりとかっていう形でその建築から派生する、思考の在り方っていうのは単にその建築であるってことだけにとどまらなくて、世の中の、いろいろな問題とか可能性に対してあるその思想を投げかけるんじゃないかなというふうに思ってます。Mais si on pousse les choses, est-ce que vous vous satisferiez de ne jamais construire ou est-ce qu'il vous manquerait quand même quelque chose? そこだけで言うともちろんその建築をしない要するに建築をしない建築を作らないからといって建築家かどうかっていうところは難しいところで確かにその建築家であればあるリアリティを示すっていうところが一番ある説得力を持つと思うんですけど、その説得力を持つ上でリアリティはもちろん重要ではあるけれど、そうじゃなくてその建築を
どういうふうに考えられるかっていうその思想の新しさっていうところも建築の可能性の大きな部分だというふうに思うので、まあ、その建築の本質的な部分を考えていさえすればまあ、確かにその建築を作らなかったとしてもまあ、建築家だって言える人たちがまあいるんじゃないかというふうに思うんですけど、一方で、まあ、現代においては単にその思想だけによって何かの説得力を得るっていうのはすごく難しい時代だと僕は思っているので、同時に建築を作っていくってことによる作ることによって得られる説得力とまあ、ある力っていうのがあると思ってるから、まあ、僕が今考えるその現代の建築家のある姿勢という意味で言うと、まあ、建築は作るべきだし、同時にそこだけにとどまらないでそのある思想の在り方を世の中に広げていかなきゃいけないっていうのを思ってるっていうことです。Jean Nouvel, je n'ose vous demander si vous pourriez, dans un autre monde, dans une autre vie, vous satisfaire d'avoir été un architecte qui n'aurait pas construit. Est-ce que ça aurait été pour vous envisageable, et ça rejoint évidemment la question que vous avez un peu éludée au début, de l'art dans le musée, c'est-à-dire de l'architecture dans le musée. Est-ce que théoriquement, comme ça aurait pu vous satisfaire? Il n'y a rien qui me frustre plus que de devenir un architecte de papier, comme les titres de papier sûrement. Mais en fait, je suis de plus en plus un architecte de papier. Je construis, je sais pas, un projet sur 10 par rapport à ce que je dessine. Donc, un projet sur le papier, c'est un projet qui existe pour vous, il est réel? C'est un projet c'est une partition. C'est une partition. Je ne sais pas si la mode viendra un jour, mais je crois que c'était des choses qui avaient été envisagées pour quelques grands maîtres du XXe siècle. On peut prendre les plans et on peut les construire 30 ou 40 ans après. Bon, c'est pas ce que je conseille. Hein, mais, il y aura peut-être une tour de vous à la Défense dans 40 ou 50 ans. On ira chercher dans les papiers. Oui, mais j'ai bien aimé la question tout à l'heure, de ce que j'en ai compris, ce que vous avez dit elle n'était pas claire. À Junia. Non, mais j'ai l'impression que vous lui posiez la question de savoir si un programme, ça le gênait, en fait, quoi. Hein, parce que, en fait, bon, une architecture sans programme, c'est une sculpture, effectivement. Bon, une architecture sans usage et sans contrainte, bon, c'est une sculpture. Mais moi, je trouve que ce qui est formidable dans son travail, c'est son rapport à l'usage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une chose qui, finalement, ne peut pas servir à grand-chose, où on ne voit pas la différence. Et puis, en fait, c'est totalement... c'est un renversement complet. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces usages-là, qui sont liés simplement, quelquefois, à la promenade, à la méditation, à la culture du jardin, au changement de certaines maisons qui se retrouvent ensemble, etc. Bon, des tas de choses qui ne sont pas évidentes du tout. Et bien, par rapport à ces usages-là, par rapport à ces usages qui n'ont pas changé dans le cadre de la maison, pratiquement pas, en tous les cas, ou qui pour le reste sont des usages naturels, simples, de quelques moments qu'on peut passer dans la ville, et qui sont souvent faits avec le minimum d'éléments composants, qui gardent le plus de simplicité et de tension. Là, il y a quelque chose qui est très fort. Et donc je pense qu'évidemment, s'il faisait ça comme des sculptures, ce serait beaucoup moins fort. Hein. Ce serait justement une position esthétique de quelque chose qui va rester à une échelle qui n'est pas automatiquement celle qu'il imagine. Là, donc finalement, c'est à lui qu'il faut demander, mais enfin, je pense qu'il doit être très content aussi que de ne pas être uniquement un architecte de papier. Alors justement, oui. on vous le demande, du coup, Junya Ishigami, pour vous, est-ce que l'usage, c'est-à-dire aussi, pourquoi pas, le confort, est aussi important que d'autres choses comme la beauté pure du bâtiment, la symbolique du bâtiment? Est-ce que vous faites des hiérarchies qui ne sont peut-être pas les mêmes hiérarchies que tous les architectes entre usage, confort, utilité et ce qu'est l'architecture aussi, ces autres choses que sont l'architecture? まあ、僕が思うにはその快適さとその美学っていうか、まあ、美しさっていうのは
分けがたいところで綺麗なものでなければやっぱり快適さを感じないというふうに僕は思っていて、それはまあ仮になんだろう一般的なその美学から外れていたとしても、まあ、その人の中で快適性を感じるのであれば、まあ、それ自体はまあ、その人にとってある意味で、まあ、すごくいい印象をこう抱いているわけだから、きっとどっかにこう美しさをこう見出しているわけで、実際まあ、美しさに対しても快適性に対しても、まあ、重要なところはその個人の価値観とかまあ、その置かれているシチュエーションとか、まあ、それこそコンテクストとかカルチャーとか、まあ、そういうものによってこう常にこう変化していくことなので、同時に、まあ、人間が根本的に感じるその快適性とか美しさっていうのはみんな同じように持ってる。でその現れの仕方っていうのは今言った意味合いでいろいろあるっていうところで、僕はまあ、極端に言うと快適性っていうのも美しさの一つの表れだと思うし、まあ、美しさも逆に言うと快適性の一つの表れだというところで根本的には分けがたいところじゃないかなというふうに思ってます。Le confort fait partie de l'esthétique. Jean Nouvel, vous le voyez aussi de cette façon-là. Finalement, quelque chose qui est beau et par essence confortable. Oui, je pense que l'hyperconfort est en général très très proche du mauvais goût, oui. Ou du moins ça pousse vers des choses molles, vers des choses surdessinées, vers des choses que je trouve pas en relation avec une dynamique, quoi. Donc je trouve que le confort, c'est une esthétique, en fait. Il y a une esthétique du confort. Et je crois que ça change. Je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu dire. Junia, voilà. Excuse-moi. Ce qu'a voulu dire Junia. Mais le confort change avec les générations, change avec l'histoire. On n'a pas du tout la notion du confort qu'au Moyen-Âge. Bon, et je trouve heureusement. Mais quand on regarde le confort à l'américaine, par exemple, là où on voit tous ces énormes fauteuils sur lesquels on se pend là-dedans, bon, il y a une sorte de vulgarité et d'écœurement, quoi, pratiquement, à vouloir se vautrer dans des choses qui sont... Donc je pense, bon, je vais pas insister sur ce sujet, mais je trouve quand même qu'il y a une adéquation entre un mode de vie, entre une culture, entre des valeurs qui sont philosophiques, qui sont artistiques, qui sont des modes de vie qui correspondent aussi à des cultures locales, souvent, à des climats, à des tas de choses comme ça. Bon, il y a quelque chose qui se passe là, qui est un excellent support pour l'architecture. Finalement, en architecture, ce sont les contraintes qui, finalement, poussent à une certaine forme de création aussi. Donc, on ne fait pas la même chose en fonction des latitudes, on ne fait pas la même chose en fonction des civilisations des différents continents. Bon, tout ça, ça se retrouve. Donc, et dans le confort en particulier. Et alors sur votre immeuble japonais, du siège de Dentsu, comment est-ce que vous avez intégré l'idée japonaise du confort? Je vais vous raconter en 3 minutes cette histoire-là, elle est trop drôle. Les tours sont souvent prises dans des tsunamis, hein. Parce que... Des tremblements de terre aussi. Des tremblements de terre, parce que je veux dire, dans des séismes. Parce qu'en fait, la moindre crise économique, et la tour s'arrête, quoi. Et bon, et à chaque fois, économiquement, on remet tous les paramètres en cause. Quand j'ai gagné ce concours, contre mon ami Renzo Piano, il faut le rappeler, c'était un projet qui essayait de bousculer un tout petit peu ce qui se passait au Japon dans la tradition de construire. C'est-à-dire que c'était une double façade en verre ultra clair qui se développait sur 220 mètres de haut, avec des arbres qui partaient d'Amarikyu Park et qui montaient entre les verres, comme ça. Ils m'ont dit bravo, on a commencé à construire ça. Et puis Dentsu, qui devait être société numéro 3 mondiale, est devenu numéro 5, puis numéro 6. Puis là, on m'a téléphoné, on m'a dit, alors, on ne peut plus faire cette façade-là. Là, il faut vraiment faire autre chose.
excusez-nous, monsieur l'architecte, on est vraiment très très gêné, réétudiez-moi ça. Donc on a réétudié ça avec des stores. Mais tout ça, c'était un projet écolo à l'époque, hein. C'était un projet lié à la thermique. Bon, et donc, on a mis des stores qui allaient se mettre et parler de toutes les langues du monde. Quand ce projet a été pris, ils ont dit très bien, puisque en fonction des stores, on peut en montrer les différents langages. Bon, et on a commencé à étudier ça. Et puis, quand les stores ont été pris, ils nous ont dit non, finalement, on est devenu numéro 10, là, ça va plus du tout. Là, on peut pas faire encore cette façade-là. Bon, on dit, on va recommencer. Et là, non, mais attendez, je termine. On a terminé avec une seule façade qui n'était plus respirante. Et il a fallu la faire. Là, j'ai pris le thème du papier japonais, du papier blanc. Mais je veux dire, on peut pas. Dès qu'il fait chaud, il faut une climatisation absolument d'enfer, quoi. Autrement dit, c'est un projet qui s'est détérioré sur le plan de la qualité écologique et de l'énergie à cause de décisions comme ça. Donc, c'est pour vous dire que les tours, c'est en général, ça part comme ça, et puis de temps en temps, ça dérape. Ah oui, c'est sans fin, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est sans fin, mais il n'empêche qu'on a réinventé une esthétique à chaque fois, et que j'espère que la tour de Dentsu a d'autres qualités. Oui, je crois que vous avez aussi des problèmes. Vous vouliez un certain verre de chez Saint-Gobain, on ne vous a pas laissé le prendre. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une compagnie japonaise qui était cliente, donc on a mis son verre, et son verre était vert. Voilà. Donc il y a du verre vert sur une des façades. Bon. Mais en tout cas, ça dit beaucoup du rapport avec le commanditaire. Et j'aimerais demander justement à Junya Ishigami, puisque vous avez intitulé votre exposition Freeing Architecture. On n'est pas vraiment libre quand on a un commanditaire. Comment est-ce qu'on fait de l'architecture comme la vôtre, qui est si particulière, qui est poétique, qui est vraiment de votre idée à vous, qui n'appartient qu'à vous? Comment est-ce qu'on travaille avec un commanditaire, avec une originalité si forte? いいクライアントと悪いクライアントにもよると思うんですけど、いいクライアントっていうのは多分自分では思いつかないような条件を逆に与えてくれて、それによってこう自然と新しい建物を生み出せる環境を作ってくれる場合が、あると思っていて、どっちかというと今回のフリーイングアーキテクチャのテーマっていうのは、今言った方で建築のあり方っていうのを、現代の建築のあり方っていうのを考えようと思った時に大きな価値観の現代の価値観の特徴として、いろんなその価値観とか多様性を自然に受け入れられるようなフィールドがあるんじゃないかというふうに思っていて、それはいろんな人と簡単につながることができたりとか、どこにでも簡単に行くことができたりっていう世の中の中で、日常的にいろんな考え方の違いとか文化の違いとか、地域性の違いとかに接することができる中で建築を作っていこうと思うと実際には一つの建築のスタイルだけでは作れなくてそれぞれのクライアントとか、地域とか文化とかのから導き出されていく、つまりそういうものがコンテキストになって、そのコンテキストを高める役割として建築が作られていくっていうことがあると思っているので、建築いいクライアントっていうのはいい意味でのコンテキストになりうるというふうに僕は、そういう可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。Par exemple, pour le restaurant Noël, qui est donc ce restaurant sous terre, la commande c'était de travailler, je crois, sur l'idée de la grotte. Et vous proposez quelque chose de très radical. Le commanditaire a tout de suite dit d'accord. しましたね。
でなんでかってクライアントの一番のクライアントとは結構長い付き合いでもう20年ぐらいもう知ってる人で前のレストラン僕が設計して彼の前のレストラン僕が設計したんですけど、それが新しくなって、今のレストランになる中で彼の一番の要望はとにかく重くて強い建物を作ってほしいってことだったのでなんとなくああいうふうになってきて、僕がいつもの通りこう軽くて透明な建物を作ろうとした時にとにかく重くて強いものを作ってほしいってことだったのでそれ自体は僕個人で作ったらなかなか出てこなかったものだしいい意味でコンテキスト的にこう導かれていったんじゃないかなと思ってます。On approche tout doucement de la fin de cette rencontre. J'aimerais quand même qu'on parle un tout petit peu de la manière dont l'un et l'autre vous travaillez, parce que, en tout cas, vu de l'extérieur, on a le sentiment que c'est deux façons très opposées de travailler. Jean Nouvel, vous êtes à la tête des ateliers Jean Nouvel. Je ne sais pas combien il y a de salariés, mais peut-être 400 ou 300, ou en tout cas moins que ça. Enfin, en tout cas, ça se compte en centaines. Peut-être deux centaines, alors que vous, Junya Ishigami, je crois que vous avez 25 ou 30 personnes qui travaillaient avec vous. Est-ce que vous diriez, Jean Nouvel, qu'il y a une différence entre vous dans la manière d'imaginer l'organisation d'une agence? Qu'est-ce que ça signifie pour le rôle de l'architecte d'avoir soit des dizaines et des dizaines de personnes avec qui travailler ou d'en avoir moins? Est-ce qu'on fait une architecture différente? Mon agence, comme vous dites, s'appelle Atelier, avec un S. Oui. Et ça veut... J'ai la traduction japonaise, tout d'un coup, je sais pas. Mais, ça perturbe un tout petit peu quand même. C'est assez fort dans les oreilles. Atelier avec un S, ça veut dire qu'en fait, il y a autant de petites agences que de projets qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas que les gens bougent trop, il faut qu'ils restent là à travailler. Je ne crois absolument pas à l'usine à gaz là, et à quelque chose qui sortirait automatiquement. Alors ça, c'est vrai pour les gros corporates, comme on dit, hein, pour les grands bureaux d'études qui construisent les mêmes bâtiments partout et qui les mettent dans les ordinateurs et qui les ressortent en 5 minutes en changeant 3 paramètres, donc ils peuvent couvrir la planète avec. Mais je ne pense pas qu'on soit dans cette catégorie-là. Donc effectivement, pour le moment, j'ai un peu plus d'architectes que Junya, mais je pense que c'est pas fatal, ça. Je pense que, vu ce que je vois, il risque d'avoir un peu plus d'architectes dans quelques temps, quand même. Ça me paraît dans la logique du système, là. Et je pense en plus que ça ne changera pas automatiquement la forme de production. Il aura sûrement plus de personnes qui travaillent en petits groupes aussi. Donc je crois que c'est une question de contrôle, en fait, et c'est une question de représentation aussi à certains moments, mais ça, c'est lié, je dirais, à la culture de chacun et à la façon dont... Il y a une chose qui est terrible à la représentation, c'est très important pour lui quand même, parce qu'il a une vraie identité dans le dessin qui est vraie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de convention qu'on retrouve aussi chez les corporates, de la perspective d'architecte, de promoteur, et des choses lourdes, et des choses dont on n'a pas besoin, mais tous les promoteurs veulent de plus en plus de détails sur l'entrée, sur le bureau, sur le, je sais pas comment. Et il faut que c'est du marketing, en fait. Il faut qu'il y ait une belle femme qui sourit au premier plan, un gosse avec un cerceau derrière, etc. Bon, il y a ce genre de truc. Bon, on est loin de ça, là. Et c'est très important qu'on revienne à une représentation qui soit vraie, qui corresponde à la façon dont le projet se fait et se pense. Junya Ishigami, sur cette question-là, est-ce que vous pourriez vous définir comme un artisan ou pour vous, il n'y a pas de différence finalement entre grosses agences, même si c'est des agences qui sont donc, on l'a compris, des séries de petites agences travaillant sur beaucoup de projets différents. Voilà, artisan ou pas. Est-ce que vous vous définiriez comme ça? 職人とその産業とがこう
対になる言葉かどうか反対の言葉かどうかはよくわからないんですけど、僕は、ジャン・ヌーベルさんがおっしゃったようにこう大きな事務所であっても産業的に世界中に同じものをこう作るようなカテゴリーの、建築事務所と、常にこう新しい可能性を突き詰めていってる建築事務所っていうのは、数の違いは何かで違ってくるかもしれないけど基本的な姿勢は変わらないし、実際何か本当に大きな可能性をこう見出したい時にはある人数がやっぱり必要になってきて、特にやっぱ建築っていうのは少なからず一人ではできないもので、どんなにちっちゃな住宅1軒ぐらいだったらできるかもしれないけど基本的には複数で設計していかなきゃいけないし、同時に建設段階になったら多くの施工業者とか、職人さんとかとやっていかなきゃいけない中で、建築自体もそもそも産業的な要素を備えているところで、それが職人と産業とのこう反対になる、職人か産業かっていうところのではないと思っていて、未来を見てるか見てないかっていうところの違いが大きいのかなっていうふうに思っているので、職人的であるか産業的であるかってところに対してはあんまりその差に対してあんまり考える意味がないかなというふうに思ってます。De toute façon, ni le mot artisanat ni le mot industriel ne sont des gros mots, et l'histoire de l'architecture, c'est précisément, en général, je pense que vous êtes d'accord avec ça l'un comme l'autre, de mélanger ces deux traditions. Il nous reste, je crois, 1 minute. Est-ce que vous voulez, Jean Nouvel, utiliser cette minute pour conclure, et peut-être pour conclure sur votre impression de l'exposition de Junya Ishigami? Oui, volontiers. Moi, je suis un fan depuis longtemps. Et je suis très, très séduit par ce que j'ai vu. Et je pense que c'est vraiment émergent. Je pense que c'est vraiment une attitude dont on a besoin dans toutes les villes, dans toutes les civilisations auraient besoin aujourd'hui, de se reposer la question des éléments, des attitudes, des espaces décantés, des espaces qui retrouvent la pureté de l'eau, qui retrouvent le reflet, qui retrouvent la légèreté, qui parlent de l'air, qui parlent du ciel, qui parlent de tout ça. Bon, c'est exactement tout ce qui nous manque. On fait actuellement des vies dans le monde entier sans les architectes. Il faut reconquérir le droit d'architecturer. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il faut absolument que les grandes décisions architecturales soient prises par des architectes artistes, mais c'est un pléonasme. Et ça devrait être comme ça. Et pas pour les architectes, pas pour les artistes, pour tous ceux qui vont vivre la ville. Donc c'est un exemple extraordinaire, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde ici, parce que ce sont vraiment des portes ouvertes. Junya Ishigami aussi, très rapidement, en 1 petite minute, qu'est-ce que vous attendez de la part, par exemple, du public, ici, français? Qu'est-ce que vous auriez envie que ce public-là comprenne de votre architecture? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce public? 一番伝えたいのは、今回の建築のテーマである建築を自由に考えることとは何かっていう、それは、建築とは何かって根本的な問いになってくると思うんですけど、その部分に対して、いくつか僕は例を挙げているだけであって、そういう大きな問いに対しては実際、僕自身だけというよりは世界中の建築家がそれを突き詰めていくところであると思うから、その一つの例として、今回の展覧会が何か大きな役割を持ってくれたら嬉しいなというふうに思ってます。Très bien, je vous remercie beaucoup, Jean Nouvel, merci beaucoup, Junya Ishigami, et puis merci aussi au public.